Bonjour, on continue l'examen national de rattrapage de 2023. وصلنا la question 2 en exploitant le document 1 et les deux croisements donner les génotypes des parents dans les deux croisements. 1 et 2 et calculer les pourcentages théoriques des 4 phénotypes obtenus en F'2. Donc, نطلب منا أننا نحطو les génotypes des parents dans les deux croisements. D'accord? Donc, حنا دوينا على أن le gène اللي عندنا c'est un gène ولا les deux gènes عندنا ils sont liés. D'accord? Madame ils sont liés. Donc, on écrive le génotype comme ça. Donc, تنديرو ليه بحال هكا. Donc هادو هما l'écriture كتكون comme ça. Donc les chromosomes اللي عندنا un seul chromosome. Donc un paire d'homologues. Le paire d'homologues va confier le gène l'oul avec le gène الثاني. Donc le gène l'oul نشوفوا الترميز اللي غنخدموا به. دونك الترميز اللي غنخدموا به هو الجي كبيره والجي صغيره pour les allèles responsables de la couleur de corps. Donc الجي كبيره pour la couleur gris et الجي صغيره pour la couleur noire. ou T pour les allèles responsables de la forme des ailes. عندنا des ailes tronquées, des ailes normales. T كبيرة نستعملوها pour le normal et T صغيرة نستعملوها pour les tronquées, les ailes tronquées. Donc الترميز يكون عندنا comme ça. On va faire الترميز. donc يكون عندنا soit G soit G صغيرة. d'accord. وتقابلها soit G soit G صغيرة وتقابلها هنايا تقابلها تي ولا تي صغيرة كذلك هنا تي ولا تي صغيرة. donc الترميز يكون comme ça. donc دابا المطلوب منا هو اننا نحدو le génotype pour chaque paire. donc on a P1 ou P2. donc P1 et P2. P1 sont des drosophiles avec corps gris et normal, les ailes normales. donc P1 الترميز ديالو يكون comme ça. donc غندير P1 يكون comme ça. يكون غندير عنده puisque il est lignée pure donc يكون homozygote avec les caractères dominants G كبيرة اللي هي pour la couleur gris du corps et T كبيرة aussi pour la couleur ou pour la forme des ailes اللي هي les ailes normales. donc هذا هو le génotype ديال le parent 1. هذا هو le génotype ديالو. دابا ننتقلوا le parent 2. le parent 2 حتى هو نرسمو ليه ديالو. المرة نستعمل الخضر. d'accord. pour le parent 2 parent 2 donc عنده pour
les phénotypes pour les allèles puisque il est linéaire pure ولكن avec des caractères ou des phénotypes récessifs. D'accord. Il est linéaire pure donc il est homozygote ولكن on a des phénotypes récessifs وبالتالي عنده des allèles اللي هما récessifs عنده G صغيرة et T صغيرة. D'accord. pour l'autre caractère. دونك هذا هو الترميز ديال لي دو بارون اللي كاين في الكروازمون الاولاني. بارون 2 et بارون 1. دابا نطلب لنا نديرو ديال F1. مادام في الكروازمون الثاني كروازينا F1 مع P2 ديجا شفنا درنا ليها الجينوتيب ديالها بقى لنا غير F1 هي اللي نديرو لها الجينوتيب ديالها. داكور. نستعملو ان اوتر كولور اللي هو مثلا نستعملو الازرق. داكور. بوغ لو F1 عبارة عن hybride donc hétérozygote. في l'hétérozygote donc on va faire G كبيرة G صغيرة pour l'autre chromosome و T كبيرة T صغيرة. d'accord. donc هادو هما لي كروموسوم اللي عندنا لي جينوتيب اللي عندنا pour F1 F1 et P2. دابا l'objectif نطلب منا ديجا حسبنا حنايا لا ديستانس اونتر لي دو جين ولقينا هي 35 سنتيمور كان. دونك هاديك 35 سنتيمور كان تعني انه عندنا 35 دونك عندنا 35% de crossing over. Donc le pourcentage de crossing over هو 35%. دونك غنمشي لي فينوتيب اللي عندنا دونك واحد غنعطيه دونك غنعطيه لو بورسونتاج ديالو. دونك هذا الاولاني يكون عنده دونك كندير d'abord pour les recombiner يكون عندهم 35 مقسومة على جوج فينوتيب recombine. لو بورسونتاج اللي غيكون عندنا هو 35 مقسوم على جوج. 35 مقسوم على جوج هي شحال؟ هي 15 17 ونص. دونك 17 ونص comme pourcentage ديال لي فينوتيب recombinés. و لي فينوتيب بارونتو يكون عندهم 65 مقسوم على جوج اللي هي تقريبا 32.5. دونك فينوتيب بارونتو إيكال 65 مقسوم على جوج 32.5. داكور. دونك النسب اللي يكون عندنا مثلا pour le phénotype gris accord gris is normal شحال يكون عنده تقريبا يكون عنده comme pourcentage puisque elle est parentale donc يكون عنده تقريبا 32.5. كذلك البارونتال الثاني حتى هو يكون عنده اللي هو كيشبه لو بارون 2 نوار كور نوار ال ترونكي يكون حتى هو عنده 32.5. ولكن pour les autres
ندير مثلا بالفيولي يكون عندهم 17.5 pour les corps noirs les ailes normales, d'accord, puisque c'est un phénotype recombine. والأخرى تا هي يكون فيها 17.5. donc pour le recombiné الثاني اللي هو avec corps gris et tronc et le tronc, d'accord. Elle normale et corps noir, d'accord. جوجهم عندهم 17.5 puisque ils sont des recombinés واللي هما parentaux اللي هما avec corps gris et gène normal 32.5 et les drosophiles à corps noir et le tronqué عندهم بحال le parent 2 donc تا هو parental donc عنده نفس النسبة مع البارونتال الأول اللي هي 32.5. d'accord. ننتقلوا la question suivante. Donc la question suivante, réaliser un schéma des étapes de la formation des gamètes des femelles F1 expliquant l'apparition des phénotypes recombinés à la génération F'2 en précisant l'emplacement des allèles étudiés. D'accord, là l'objectif on dirait un schéma de brassage intrachromosomique. D'accord, le brassage intrachromosomique كيفاش غنرسم F1 غنرسمها بحال هكا. دونك عندنا ندير لا سيلول كوم سا، غندير لا سيلول كوم سا، لا سيلول وسط من لا سيلول غندير لي كروموزوم ديالو. غندير كروموسوم الاول كروموسوم الثاني وهاد الكروموسوم الاول مع الكروموسوم الثاني غيكون بيناتهم ان كروسينغ اوفر. كروسينغ اوفر نورمالمون الاف 1 شنو عندها؟ الاف 1 عندها الاليل اللي هو جي، وعندها الاليل الاخر اللي هو جي صغيرة، وعندها تي كبيرة تي كبيرة هنا والتي صغيرة هنا والتي صغيرة. donc le crossing over il va se former au niveau de le X ici. Fait le niveau qui connaît le crossing over, d'accord. Il va donner 4 types de gamètes, d'accord. Gamètes les tatana يكون عندنا جاميت فيه جي كبيرة مع تي كبيرة، جاميت اخر جي كبيرة مع تي صغيرة، جاميت اخر جي صغيرة مع تي كبيرة، و جاميت اخر جي صغيرة مع تي صغيرة. donc يعطينا il va donner 4 types de gamètes, d'accord. le crossing over il va
permettent de produire 4 types de gamètes وهذا كل كيعطينا ديك لا ديفيرسيتي في الكروازمون الثاني. لا كوز ديالها هي داك لو كروسينغ اوفر اللي تيخضع ليها لا سيلول ولا لي سيلول ديال دروسوفيل اف 1. داكور. Après le Mayos. نتقلوا l'exercice suivant اللي هو l'exercice ديال sur la pollution au cours de cette dernière décennie. Un intérêt particulier a été porté sur la pollution en plastique, pétrochimique, produits industriels à partir des dérivés de pétrole et notamment la contamination des écosystèmes marins par les microplastiques et les nanoplastiques. Ils sont des petites particules provenant de la fragmentation des déchets plastiques. Afin de comprendre quelques aspects de l'impact de la pollution plastique sur la santé et l'environnement, on propose les données suivantes. Donc, on a des données 1, des données 2 et des données 3. Donnée 1, le document 1 présente certaines caractéristiques physiques des plastiques et le document 2 représente l'évolution de la production et de la consommation mondiale en plastique. Donc, maintenant, le document 1, c'est les caractéristiques physique de plastique, résistance, légèreté, flexibilité, durabilité, son faible coût ont mené la société à augmenter sa consommation jusqu'à rendre le plastique indispensable quotidien. Donc malgré ses propriétés bénéfiques pour la santé, donc le plastique représente une menace pour l'environnement. Donc malgré les caractéristiques physiques, résistance, مقاوم d'accord بقاو من الحرارة بقاو من بزاف د الحوايج. دونك ليجيرتي انه خفيف دونك من حيث الكتلة. دونك لي بلاستيك كيكون عندهم كتلة خفيفة شوية بارابور لي ميتو مثلا لي فيغ داكور. اوسي ديك لا فليكسيبيليتي مرن داك المرونة ديال لو بلاستيك اي دورابيليتي دونك كي عنده une durabilité اللي كبيرة دونك كيصبر شي شوية. السون فابل كو حتى الكو ديالو اللي هو فابل mener la société à augmenter sa consommation jusqu'à rendre le plastique indispensable quotidien. Donc malgré ses propriétés bénéfiques pour la société, le plastique représente une menace pour l'environnement. Malgré les caractéristiques physiques وحتى le coût ديالو économiquement ما تيطلبش des coûts اللي هما مرتفعين في la production, ولكن عنده أضرار sur l'environnement, sur la santé. Donc le document الثاني représente du cours de variation de production et de consommation au cours des années de la quantité de plastique. Donc en millions de temps on observe, donc je vais décrire les cours. On observe que la production et la consommation durant les années 1950 jusqu'à 1960 quand était presque nul, presque nul la consommation et la production. D'accord. Puis après l'année 1960, on constate l'augmentation faible de consommation et de production jusqu'à l'année 1990. Donc arrivant à la quantité 100, donc la quantité 100 l'année 1990. Donc on a la quantité 100
pour la production, on a la quantité 50 تقريبا ما بين 150 donc presque 70 d'accord la quantité 70 في l'année 1990 pour la consommation d'accord puis on constate l'augmentation grande forte de la production et de consommation dû l'année 1990 jusqu'à l'année 2020 qui connaît une grande valeur de la quantité de plastique produit aussi consommé. Donc, arrivant à une valeur de une quantité qui est supérieure à 300 supérieur à 350 pour la production et presque 250 pour la consommation dans l'année 2020. D'accord. Donc l'analyse, en exploitant les documents, de décrire l'évolution de la production et de la consommation mondiale de la plastique. J'ai suivi le recours à la consommation croissante du plastique. D'accord, l'augmentation, le recours ou l'orientation vers l'utilisation du plastique. D'accord, donc la description du document 2. Donc d'après le document 2, on constate donc avant l'année 1960 مثلا la quantité de production et consommation était nulle. Puis elle augmente faiblement dû l'année 1960 jusqu'à l'année 1990, arrivant à une quantité de consommation correspond à 70 pour la consommation et correspond à 100 pour la production. Donc l'augmentation après l'année 1960 a continué de manière rapide, arrivant à une quantité de presque 350 pour la production et 250 pour la consommation durant l'année 2020. D'accord, donc à dire la description. Cela revient à cette recours, cette augmentation ou cette orientation vers la consommation de plastique. Il revient aux caractéristiques physiques du plastique, qui est la résistance, légèreté, flexibilité et durabilité, et son coût faible. D'accord. Cela mène la société à augmenter sa consommation jusqu'à rendre le plastique indispensable au quotidien. D'accord. Surtout après les années 1990. D'accord. Donnée 2 pour déterminer le degré de la contamination et la distribution des particules de microplastiques et de nanoplastiques dans un écosystème aquatique. On propose le document 3 qui présente l'évolution de la concentration de ces particules dans les maillons d'une chaîne alimentaire de cet écosystème. D'accord. Donc, à travers le document 3, donc il faut répondre sur la question
2, en se basant sur le document 3, décrire l'évolution de la concentration des plastiques, des particules de plastique dans cette chaîne alimentaire, puis expliquer la concentration observée chez le goéland argenté. Le goéland argenté représente le dernier consommateur de la chaîne alimentaire. D'accord? Donc on observe, là on constate que la concentration s'augmente du producteur, le phytoplancton, vers le consommateur primaire et le consommateur secondaire et le consommateur tertiaire jusqu'à le consommateur final. Donc on observe l'augmentation de la concentration du producteur vers le consommateur final expliquée par l'effet de bioaccumulation. Donc, bioaccumulation. Là, سبعة وثاني نكبر مزيان ونكسب. Donc la bioaccumulation qui correspond à une augmentation de la concentration du polluant au niveau d'une chaîne alimentaire. D'accord, du producteur jusqu'à le consommateur final. D'accord. Donc, d'où le consommateur final réceptionne ou accule la concentration, la grande concentration à l'intérieur d'une chaîne alimentaire. D'accord? Vient de l'alimentation, d'accord, vient de l'alimentation de son proie, de sa proie, et vient de la consommation de ce polluant à travers directement le milieu. D'accord. On va voir les données donc les données les microplastiques et les nanoplastiques, ces polluants peuvent se retrouver dans les tissus du corps humain par ingestion et inhalation et provoquent des dommages au niveau de l'organisme. Le document 4 représente un schéma illustrant les effets de ces particules sur la santé humaine. D'accord? Donc, d'après le document 4, donc on observe qu'après la fragmentation, la dégradation dans l'environnement du plastique, du bouteille de plastique ou d'un matériel plastique, cette fragmentation donnant des microplastiques et des nanoplastiques au fil du temps. Ces microplastiques et nanoplastiques sont
soit inhalé par, par le voie respiratoire de l'homme, et soit ingéré via la bouche ou là via le voie digestif de l'homme. Ce qui transmettre ces microplastiques et nanoplastiques vers le sang, provoquant une perturbation du système respiratoire et des maladies cardiovasculaires et aussi des cancers et aussi une diminution de la fertilité. D'accord? Donc, c'est l'effet de la santé. Pour l'effet sur l'environnement, donc je n'ai fait le document avant. Donc, à l'intérieur d'un écosystème, donc on a des chaînes alimentaires. Ces chaînes alimentaires, d'accord, réception, la cure, des quantités ou des concentrations de ces polluants, de ces microplastiques et nanoplastiques, via directement l'environnement et aussi via les relations trophiques, donc via l'alimentation, proie prédateur. Donc, lorsque le prédateur consomme la proie, il va ingérer, d'accord, les microplastiques contenant dans la cadavre de la proie. D'accord? Donc, cela conduit à une bioaccumulation, donc augmentation de concentration du producteur jusqu'à le consommateur final. D'accord? Et on sait que l'homme donc s'alimente aux organismes qui se trouvent dans les écosystèmes. Par exemple, les poissons de milieu aquatique. Donc, lorsque consomment les organismes qui accumulent ces microplastiques et nanoplastiques, donc il va transmettre, on a la transmission de ces particules via l'alimentation vers l'homme, d'accord? Donc, les concentrations de ces particules dans l'environnement, dans l'eau, dans le sol, dans l'air, et aussi dans les tissus des organismes vivants, conduit à une perturbation de l'écosystème. D'accord? Perturbation qui se manifeste par la disparition d'une espèce ou plus, d'accord, ce qui va déséquilibrer une chaîne alimentaire ou plus, ou un réseau, ou plusieurs réseaux des écosystèmes, d'accord? Donc, dans l'effet sur l'environnement. Les données 4. Donc, l'objectif dans le but de protéger les écosystèmes et la santé humaine contre les effets néfastes des microplastiques et des nanoplastiques, des études cherchent
a remplacé le plastique pétrochimique par le bioplastique à base de matières organiques naturelles telles que le maïs, la pomme de terre, les algues ou encore la banane. Le tableau du document 5 présente certaines caractéristiques de ces deux types de plastique. Donc, d'après le tableau 5 du document 5, l'objectif c'est de faire alterner le plastique pétrochimique néfaste sur l'environnement par un autre organique qui est non néfaste pour l'environnement ou peu néfaste sur l'environnement. D'accord? Donc le bioplastique comme origine est 100% organique. D'accord? Organique. Donc on sait que cette origine organique est renouvelable et biodégradable, mais pour l'origine de plastique pétrochimique, qui a une origine pétrochimique, d'accord, non renouvelable, elle est épuisable, puisque l'origine les énergies fossiles comme le pétrole, d'accord, et aussi elle est non ou peu biodégradable dans l'environnement et aussi elle est polluant pour l'environnement. D'accord? Les bioplastiques ne demandent ou n'exigent pas une consommation des énergies fossiles. D'accord? Une faible consommation des énergies fossiles. Par contre, le plastique pétrochimique demande ou exige une forte consommation des énergies fossiles. Et aussi, pour les rejets de gaz à effet de serre, on sait que les bioplastiques ne forment pas une forte source de rejet des gaz à effet de serre. Mais par contre, le plastique pétrochimique constitue un fort rejet de gaz à effet de serre. Pour la toxicité, donc les bioplastiques ont une toxicité presque nulle, mais le plastique pétrochimique a une toxicité très très élevée, d'accord. Mais pour le coût de production, donc les bioplastiques exigent un coût élevé par rapport au plastique pétrochimique. Malgré cet avantage de la faible coût de production, mais il y a plusieurs inconvénients, surtout en termes de toxicité, de rejet de gaz à effet de serre et de biodégradabilité et pollution, d'accord, et en termes d'utilisation des fossiles, des énergies fossiles ou non, d'accord. Donc les plastiques pétrochimiques exigent beaucoup plus d'utilisation des énergies fossiles. Ils ont une origine épuisable et polluant, d'accord, et contribuent à un rejet de gaz à effet de serre élevé par rapport aux bioplastiques et ils ont une toxicité élevée par rapport aux bioplastiques. D'accord? Donc cela permet de conclure que le bioplastique est un bon
bonne alternative pour les plastiques pétrochimiques. D'accord? Donc, puis proposer deux autres solutions adéquates pour faire face au problème de la pollution par plastique. Donc, l'utilisation de bioplastique. L'objectif donc de cette question est de proposer d'autres solutions que l'utilisation de bioplastique. Donc, il faut comme première solution de faire un contrôle de décharge, d'accord, un triage. Avant le décharge, il faut un bon triage et un contrôle de décharge des déchets ménagers. Cela va diminuer les inconvénients, d'accord, des déchets plastiques, d'accord. Et aussi le recyclage comme une deuxième solution qui va limiter les grands volumes de déchets plastiques produits, rejetés par la société. D'accord? Donc le recyclage va permettre de réutiliser les plastiques. Donc, il va permettre aussi la diminution du volume des déchets ménagers plastiques. D'accord? Donc, désolé l'exercice 4. L'exercice 4, c'est un exercice de géologie. Donc, les chaînes de montagne récentes renferment des indices géologiques qui témoignent de leur étape de formation afin de déterminer l'importance de ces indices dans la reconstitution de l'histoire d'une chaîne de montagne. Présente les données suivantes. Donc, donnée 1, le Chenelet est une montagne de 2634 mètres d'altitude. Elle fait partie des Alpes, qui est une chaîne de collision au niveau de cette montagne, affleure des roches de la lithosphère océanique, basalte en coussin, gabbro et péridotite, formant un complexe ophiolitique. Donc, le Chenelet est une montagne de 2634 d'altitude, fait partie des Alpes, donc la chaîne montagneuse de l'Alpe, qui est une chaîne de collision. C'est une chaîne de collision au niveau de cette montagne, affleure des roches de lithosphère océanique. Donc, on observe des affleurements d'origine océanique, légalement formant des complexes ophiolitiques, qui est formé de basalte en coussin et de gabbro et de péridotite. عارفين باللي l'ophiolite كيتكون من هاد لي كوش هادو كوش دو بازالت en coussin, de gabbro et de péridotite, plus des filons de dolorite, d'accord, des filons de dolorite. Donc pour la question 1, en se basant sur les données, formuler une problématique scientifique liée à la mise en place de ce complexe rocheux. De formuler un problème scientifique lié à la mise en place de ce complexe rocheux. Donc, la présence des ophiolites, de complexes ophiolitiques qui caractérisent une zone d'obduction. Donc, il y a, d'après la présence de ce complexe, il y a la possibilité
d'existence d'une obduction avant, avant la formation de collision au niveau de cette chaîne montagneuse. D'accord? Pour répondre au problème posé, deux hypothèses ont été formées. Hypothèse 1, ce complexe rocheux a subi une subduction avant d'être porté en altitude lors de la collision. Hypothèse 2, ce complexe n'a pas subi une subduction mais une obduction puis porté en altitude par la collision. Donc deux hypothèses. C'est ce qu'on dit que l'obduction la formation de complexes rocheux, les voies d'ophiolite, les voies qui caractérisent un processus d'obduction, elle est précédée par une subduction. L'hypothèse dernière, c'est ce qu'on dit elle est non précédée par une subduction. Donc, je vois l'hypothèse nécessaire. Pour vérifier ces hypothèses, une étude comparative a été réalisée entre les ophiolites de chenillette et deux autres ophiolites. D'accord? Keiras et Monte Viso. Appartenant à la chaîne alpine, les données suivantes présentent les résultats de cette étude. Données 2, figure A du document 1 présente une carte simplifiée de la chaîne des Alpes montrant ces sites ophiolitiques, et la figure P du même document présente une coupe géologique selon le tracé AP de la figure A. شوفوا le document 1, d'accord, la figure 1 عندنا Chenillette, l'ophiolite de Chenillette et l'ophiolite de Keiras ou l'ophiolite de Viso, d'accord. Et عندنا واحد donc عندنا des sédiments cyaniques plissé, l'ophiolite ou le noir, d'accord. Et on a la croûte continentale, d'accord. On a une croûte continentale, هذه la croûte continentale. Donc هذه la croûte continentale. هذا تيمثل ليا دي سيديمون ماران وهذا تيمثل ليا دي زوفيولت. سيديمون ماران وهذا تيمثل ليا دي زوفيولت، داكور. داروا اون كوب، هذيك لا كوب ا بي داروا ليها ان داكور ولا لا كارت. هذه كانت عندنا اون كارت وداروا لا كوب جيولوجيك ا بي، دونك ما بين ا اي بي، دونك ورسموها. دونك هنا عندنا لا كوب جيولوجيك ديالنا. دونك on va voir la coupe géologique. Elle est caractérisée par quoi? Donc عندنا des ophiolites de chenillette, de Keiras et de Viso. هذا كلهم des ophiolites. Donc on a la présence des ophiolites. عندنا des sédiments marins plissés, d'accord. Entre les ophiolites عندنا des sédiments marins. هما les sédiments marins. هما هادو les sédiments marins plissés. Donc sédiments marins plissés انهم خدعوا un plissement, une déformation tectonique, d'accord. Et aussi عندنا la croûte continentale.
deux croûtes continentales ماشي غير وحدة en collision. D'accord. عندنا des failles inverses. معناش غير faille واحد, on a plusieurs failles. هذا faille, هذا faille, هذا faille, هذا faille. D'accord, كلهم faille. هذا faille, هذا faille, هذا faille, هذا faille. D'accord, sont des failles principalement inverses. عندنا la convergence ديال la plaque eurasiatique et plaque africaine. D'accord. Donc, en exploitant les données du document 1, dégager les indices qui témoignent la fermeture d'un ancien الله يحفظك الله ينورك, d'un ancien océan et d'une collision. D'accord. شنو هما les indices ديال un ancien ولا la fermeture ديال un ancien océan? Et il y a la présence de l'eau fluorite. Donc la présence d'eau fluorite plus la présence des sédiments marins montre qu'on a la fermeture d'un ancien océan. D'accord. Les indices et les indices qui témoignent la collision. Les indices qui témoignent la collision, on a l'existence du chevauchement. D'accord. On a des chevauchements, des failles inverses que caractérisent une zone à haut frottement. D'accord. Qui correspond à une zone de collision. Donc, et dans les 3, donc le document 2 présente des schémas d'observation microscopique d'un échantillon de gabbro de la dorsa océanique et des échantillons de métagabbro, roches métamorphiques provenant du gabbro relevés dans les 3